J'aimerais vous demander de revenir sur le moment où vous avez été dénoncé. Mhm. Euh, Comment ça s'est passé exactement? Moi, je savais rien, seulement que un soir, vers 9h30 le soir, ils sont venus chez moi et puis ils venaient me chercher. Et puis, bon, là, et puis ils m'ont emmené à Valparaiso. Puis c'était toute une opérative, là, ils ont comme cerclé toute ma population, mon secteur. Et puis ils sont allés me chercher dans ma maison. Je n'ai pas opposé aucune résistance. Je les ai suivis. C'est sûr que ce moment-là, c'est comme... c'est un moment bien difficile parce qu'on dit, ben là, sûrement je vais mourir ici, là. Donc, et puis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu sais, c'est ça, là, c'est surtout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de regrets? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait parce qu'on a étudié toujours, on a fait toujours quelque chose. Donc, c'est ça, c'est surtout ça. C'est comme quand les gens ont un accident, là, puis ils voient toute leur vie, là. Mais c'est un peu ça que j'ai. Donc, ils m'ont emmené de Belloto à Valparaiso. Et puis là, à un quartier militaire là, de l'armée, euh, maritime, là, qui s'appelle Silva Palma, les centres de torture Silva Palma. Puis là, ils m'ont interrogé. Ils m'ont interrogé. À ce moment-là, je savais que mon père il avait été collaborateur de la droite. Il était proche de eux, puis je ne savais pas trop son implication avec eux. Là. Donc, c'est ça. Donc là, ils ont commencé à m'interroger, puis il y avait les lumières. Il y avait les lumières. Les gens étaient comme... J'avais des lumières sur moi, puis les gens étaient de l'autre côté des lumières, et puis comme cachés en arrière. Donc là, il y avait des interrogatoires et tout ça. Puis j'ai essayé de me rappeler qu'est-ce qu'il fallait dire. Tu sais. Donc j'ai essayé de garder comme... J'ai reconnu des choses, tu sais, comme que j'étais représentant du MIR au niveau de l'université, que je connaissais des gens du MIR, tu sais, ils les ont nommés, que j'ai... En tout cas, il y a comme 4 choses que j'ai reconnues, mais que je connaissais personne. Je connaissais personne d'autre. Donc, puis j'ai parlé de mon père, j'ai parlé de ma famille, que j'étais une personne studieuse, que j'étais une bonne citoyenne, tu sais, une bonne citoyenne. Et puis qu'il y avait trop d'injustice au pays, qu'il y avait la torture, qu'il y avait de la discrimination, qu'il y avait de exaction, que je les ai fait tout un discours politique. Et puis chaque fois, je m'accrochais à ça. Puis j'étais 4 jours là. Mon père y est allé intercéder pour moi. Mon père y a eu son premier crise cardiaque. À ce moment-là, il a perdu la voix. Jamais, lui, il pensait que c'était pas vrai toutes les choses qui se disaient. Puis quand il a vu que sa fille était là, et puis qui était dans ces conditions-là, je pense qu'il y a eu comme une sorte de claque qui a tombé sur la tête, là, que c'était vrai, qu'il y avait des choses horribles qui passaient. Mm. Mais je ne sais pas si c'est pour lui ou quoi, mais rapidement, ils m'ont descendu au Buen Pastor. Ouais. Donc, vous avez été 4 jours en détention.
Oui, vous un avez été interrogatoire. interrogé. Ouais, Avez-vous été victime de torture durant ce moment-là? je n'aime pas parler de ça. D'accord. Et après ces 4 journées, vous êtes allé chez les sœurs du Bon Pasteur? Oui, c'est ça. Les militaires, ils m'ont dit, bon, ici, c'est fini. Et tu vas avoir un procès, il va y avoir toutes sortes de choses. Mais en attendant, on va te mener à la prison des femmes, que c'est les sœurs du Bon Pasteur qui administrent ça. Mais là-bas, tu vas être en contact avec les pires de la société, des, des criminels, des prostituées, des femmes de la rue, des gens horribles, les gens de la drogue, en tout cas, les pires comme de la société, il disait. Mais il y avait quand même une autre place où étaient les prisonniers politiques. Mais il nous avait dit seulement tous les gens des droits communs que j'étais pour aller voir les femmes des droits communs. Donc j'étais un peu terrorisée à ça, là, d'arriver dans cet environnement-là. Et puis ils nous ont emmenés dans un camion, là, tu sais, une boîte fermée. Puis là, j'ai connu une autre fille qui l'ont descendu en même temps que moi, qui ont été finalement dans la même cause, que c'était les mêmes gars qui nous avaient délatés. Donc on a fait connaissance. Puis, donc là, on est arrivé, puis là, j'ai dit, mais là, ils m'ont dit telle affaire, tu sais. Donc, on est arrivé là, c'était la fin de la journée, puis ils ont ouvert les portes, c'était une vieille maison. Tu sais, il y avait comme une aile là, mais au centre, il y avait une sorte de jardin là, mais tout était fermé. Puis là, il y avait des filles qui étaient dans les fenêtres en haut, là, comme sur le lit à 2 étages. Il y avait des filles qui étaient là, en train de regarder qui arrivait, tu sais, les militaires qui nous amenaient. Et puis là, ils nous disaient bye bye et tout ça. Puis là, nous, on était terrorisés, là, on était... Et puis là, on a rentré, ils nous ont fait rentrer. Puis là, on était là, on s'était collés. Et puis finalement, là, les filles ont compris qu'il y avait quelque chose. Puis ils nous ont dit, écoutez, là, nous, on est des prisonnières politiques comme vous. Non, là, ça a été comme, OK. Puis ils nous ont emmenés au dortoir. Il y avait un dortoir avec des lits à 12 étages. Donc il y avait 2 files de lits de 12 étages. 4 lits d'un côté, puis 4 lits de l'autre côté. Donc on était comme... Je ne sais pas si c'était 16 lits en tout ou 20 lits en tout. Je ne me rappelle pas. Mais on était un bon groupe dans un grand dortoir. Donc il y avait une heure de tombée là, à partir de 8h ou 9h. 8h30, je pense. Ils fermaient les lumières, tout ça. Donc là, c'était comme couvre-feu, puis il fallait que tout le monde soit dans leur dortoir, puis tout le monde se tienne tranquille. J'étais 12 mois comme ça, dans cette place-là. Après, ils nous ont déménagé à la prison modèle, qui avait fait à Playa Ancha. Et c'était, chacune avait sa chambre à coucher avec sa propre salle d'eau. Donc on était très bien. Tout était neuf. Vous êtes resté combien de temps à cet endroit? Dans la 12e place aussi, j'ai resté d'autres 2 mois. Donc en tout, j'ai fait 4 mois de prison. D'accord. Ouais. Et quand vous êtes... J'essaie de comprendre un peu, quand vous êtes parti du centre de torture, Ouais. de détention, bon, je comprends que vous avez fait peur avec l'endroit où vous alliez Mhm. et que vous étiez craintive par rapport Ouais. à cet endroit-là. Mais
avez-vous vécu quand même votre départ de cet endroit où vous étiez comme quelque chose de bien, ou la crainte était trop grande pour l'endroit où vous alliez chez les Sœurs du Bon Pasteur à la prison, là? Mais ils nous ont dit qu'ils nous amenaient à la prison des femmes. Ils nous ont pas dit qu'ils nous amenaient dans une place qui était administrée par des sœurs. Donc, quand nous, on est arrivés là, et puis on a vu qu'il était administré par les sœurs, là, ça a été un grand soulagement. Et puis les filles qui étaient là depuis des années, depuis 1 ou 2 ans qui étaient là, il y avait des filles qui étaient, ça faisait 2 ans qu'elles étaient là. Ils nous ont expliqué les relations qu'il y avait avec les sœurs du Bon Pasteur. Ils avaient réussi à établir une belle relation avec les sœurs. Puis les sœurs, en même temps, ils nous protégeaient. Donc, les filles, les femmes qui étaient là, prisonnières politiques, ils connaissaient toutes les sœurs, et puis les sœurs, il y avait du respect pour ces groupes-là. Ils respectaient tout le monde, mais ils comprenaient. Même s'ils ne nous parlaient pas, ils n'étaient pas des sœurs de gauche, là, nécessairement. Jamais on a parlé de politique, mais ils s'organisaient pour nous donner de bonnes conditions de vie. Comme nous, on avait un jour spécial pour recevoir notre famille, puis les femmes de droit commun, il y avait un autre jour qui recevaient leur famille. Nous, on participait, les filles avaient réussi à créer un choral. Et puis là, on s'approchait des Pâques pour être... C'est ça qu'ils voulaient les sœurs, puis on fait un choral, et puis chantait très bien. Et puis les sœurs étaient ravies de ça. Et puis les sœurs aussi les donnaient accès aux politiques à un jardin. Il y avait un jardin plein de petits arbres, presque, ils étaient assez grands, des hibiscus. Et un jardin intérieur privé, et puis ils nous donnaient accès à ça, des fois. Pas tout le temps, mais les femmes de droit commun n'avaient pas accès à ce petit jardin. Donc on avait de bonnes relations. Elles étaient des femmes vieillissantes toutes. Il y avait quelques-unes qui étaient très vieilles, d'autres, mais on sentait leur niveau d'éducation. Il y avait une qui était architecte, c'est elle qui avait en main le chantier de la prison modèle par rapport à toute l'Amérique latine. C'était la prison modèle de partout, là. C'était des femmes très, très intelligentes, brillantes. Et puis, ils ne faisaient pas des flafla avec ça, là. Ils étaient à leur tâche, à leur mission. J'étais hyper impressionnée de ça. Puis les choses intéressantes par rapport à ces sœurs-là, c'était elles nous protégeaient des militaires. Donc une fois qu'on arrivait là, c'était sauf s'il y avait une nouvelle cause, là, une nouvelle délation, et puis ils venaient nous chercher pour ça, mais à partir qu'on arrivait là, ils ne venaient plus nous chercher. Et puis elle n'acceptait pas non plus qu'ils viennent nous chercher de nuit. Donc s'il y avait des entrées et des sorties, c'était le jour. Puis bien sûr, on devait aller de temps en temps à l'académie militaire, signer ou des procès, des histoires comme ça. Mais tout ça se faisait les jours. Et puis, à quelque part, je pense que les militaires le respectaient parce que comment nous, on était protégés là. Donc, on sentait ça. On sentait qu'il y avait comme un arrêt d'agir là. Ok, vous faites tout ce que vous voulez dehors, mais ici, là, c'est pas vous qui menez. Il y avait des femmes de prison qui travaillaient là. Il y en avait au moins 4 qui se tournaient là comme ça. Mais c'était les sœurs qui étaient... C'est elles qui
qui mettait au niveau de décorum, des droits de la personne. Oui, j'étais bien impressionnée. Oui. C'est tellement fascinant vous entendre en raison justement de leur charisme particulier, les Sœurs du Bon Pasteur, leur travail dans les prisons, dans les écoles de réforme, puis leur présence au Chili durant le régime militaire. On pourrait s'attendre un peu à d'autres choses du fait d'une certaine collaboration avec le régime, mais d'entendre votre histoire, ça met en lumière tout un travail qui est vraiment fascinant. C'est très intéressant à entendre votre témoignage à ce propos. Ouais. J'aimerais revenir sur un élément que vous avez mentionné. J'y reviens avec un intérêt particulier parce que c'est quelque chose qui est ressorti dans plusieurs de nos entrevues avec les religieux. J'aimerais revenir sur la chorale. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Excusez. La chorale, la musique, un élément de contact entre les religieux et la population. C'est ressorti dans plusieurs entrevues. Mais j'aimerais vous entendre un peu sur cette chorale. Vous y avez participé? Mais oui, mais sauf que moi j'en ai une voix qui, vous comprenez, ma voix est haut comme ça. Donc je ne pouvais pas m'ajuster à la voix du groupe. Donc je bougeais la bouche, c'est tout. Et puis chaque fois que je sortais une note, là, les religieuses, là, ils disaient « Oh, il y a quelque chose. » Donc, moi, je faisais attention à ça, mais on participait, puis dans la messe, on chantait. C'était, oui, et puis on avait des essais, puis à Pâques et tout ça. Puis les sœurs étaient très fiers de ça, hein? Et on a fêté Pâques comme il faut. Il y a eu une nourriture particulière dans ce temps-là. Vous aviez... les cours étaient donnés. Attendez. Oui. Les cours étaient donnés par une religieuse, les cours de chant? C'était pas des cours de chant, c'était des pratiques de chant. D'accord. Donc, ils nous faisaient chanter des différents chants religieux. Et puis c'est ça, donc on essayait. Et puis le moment de la messe, on chantait. Donc, la pratique religieuse était au cœur de votre séjour dans la prison administrée par les Sœurs du Bon Pasteur, si je comprends bien. On participait à la messe, mais en général, on était... En fin de compte, il y avait des dortoirs. Donc, il y avait un dortoir pour les prisonniers, pour les gens de droit commun dangereux, là, qui avaient été condamnés par des crimes vraiment dangereux. Il y avait un autre dortoir qui était pour les filles de la rue itinérance et tout ça. Il y avait un autre qui était pour les gens qui avaient été pris pour drogue. Puis il y avait un autre dortoir, grand dortoir, que c'était pour les femmes qui avaient des enfants en prison. Et puis nous, on avait notre grand dortoir à nous aussi. Donc quand il y avait des problèmes, on sortait en groupe pour aller à la salle de bain qui était au fond. La nuit, on n'avait pas, donc on sortait en groupe. Et comment l'horaire était organisé? En fin de compte, on avait... c'était nous qu'on faisait à manger. Et donc, il y avait... je ne me rappelle pas trop, mais je sais que les gens de droit... Chaque chambre, il y avait un jour par semaine qui faisait à manger. Et puis nos familles, des fois, ils nous amenaient de bonnes choses à manger, donc on les partageait. On faisait des grandes choses, des grands chaudrons de nourriture. Et puis c'est ça, c'était bien. Et comme on avait des jours différents pour les visites,
Donc, quand les femmes de droit commun étaient dans leur jour de visite, nous, on profitait pour danser. Donc, on mettait la musique et puis on dansait tout ce temps-là. Puis, les jours que nous, on était en droit de visite, ben, les autres, ils faisaient la musique. Donc, ça s'est passé bien. On était... En tout cas, pour moi, ça a été... Le séjour en prison, ça a été un moment de prise de conscience sociale, de voir tout le monde. Tu sais, je veux dire, le sous-monde, le monde, les bons, les belles personnes, les mauvaises personnes, tout le monde était là. C'était un micro-monde que tout était là. Donc ça nous réveille, tu sais, ça nous réveille à la vie. Et puis pour moi, ça a été un apprentissage incroyable. Ça m'a aidé tout le restant de la vie. Il n'y a plus rien que ça m'étonne à partir de ce moment-là. Puis j'ai eu 21 ans en prison. Mon anniversaire a été fêté là. C'était la première fois que j'avais un gâteau de fête. Mais pour dire là, oui, ça a été, oui. Puis là, des fois, moi, j'ai vu ici les gens qui étudient le travail social. Et ils devraient aller voir comment ça se passe dans ce monde-là. Parce que les femmes de droit commun, ils disaient que tout le monde qui était à l'extérieur, qui n'était pas en prison ou dans leur groupe, qui était des niaiseux. Gil, ils disaient Gil. Et puis nous, ils nous disaient que nous, on était des Gil avivados. Ça veut dire comme des niaiseux, mais réveillés. Tu sais, comme moins niaiseux que les autres. Donc, on a réussi à établir des contacts, mais c'est sûr que c'était explosif, là. On avait peur des fois. On avait peur. Mais après, quand ils nous ont emmenés à la prison modèle, ils nous ont laissé tout un pavillon seulement pour nous, puis un autre pavillon seulement pour les femmes de droit commun. Donc on ne se voyait plus. On se voyait plus. Il n'y avait plus de danger. Une petite question par curiosité. Quand vous mettiez de la musique et que vous dansiez, est-ce qu'il y avait des religieuses qui dansaient aussi? Non, les religieuses, ils se tenaient loin. Les religieuses, ils se tenaient loin, là. Et puis nous, on essayait, on voyait danser les femmes, du monde, plus qui on était dans les striptease et tout ça. Là. Donc il y avait des façons de danser très provocatives, là. Donc là, quand nous, on dansait comme ça, on les imitait, là, puis on riait. C'était des bons moments, on riait beaucoup. Diriez-vous que ces années passées en prison ont été des années où vous avez reçu une certaine éducation religieuse? Mais ça m'a obligée à comprendre que la Semaine Sainte, ce n'est plus seulement le vendredi saint qu'on mange des poissons. Tu sais, c'était tout un mois complet où il y a le carême, il y a tout un processus pour arriver à ça, puis comment Dieu il a souffert dans la croix, puis comment... Tout ça, on le voyait un peu, mais à l'époque, il n'y avait même pas beaucoup accès à la télé. Hein. C'était encore des... La télé n'était pas comme maintenant, ils peuvent nous passer pendant des semaines des films religieux. Donc, il n'y avait rien de ça. Donc, moi, ça a été une révélation qui m'a que c'était une fête. Et puis, quand c'était que Dieu a ressuscité, c'était... Vraiment, les sœurs étaient contentes. Elles étaient vraiment contentes. Et puis, il les démontrait, là. Tu sais, c'était... OK, donc là, on suivait ça. Vous avez dit un peu plus tôt
Vous avez parlé un peu de la place de l'Église durant ces années difficiles au Chili. Pourriez-vous me reparler un peu Oui, des enfin, églises, comment ces lieux se sont transformés un peu? oui. En fin de compte, avec l'époque Allende, on est devenu un peu plus païen, on pourrait dire. Le Chili est devenu plus païen. Là, on sacrait plus, on était plus comme on va changer le monde, puis tout ça. Mais quand il y a eu les coups militaires, c'était tellement brutal, on était tellement horrifiés, puis insécures. Et puis là, on s'est rendu compte que les églises y étaient des lieux de sanctuaires protégés. Et puis, je pense qu'on peut, comme tout le monde est allé vers les églises. Et ça a été notre table de salut, comme on dit, pour survivre à la dictature. Et puis, au moment du coup d'État, il y en a eu beaucoup de religieux qui ont été assassinés aussi. Il y en a beaucoup qui ont été extrêmement impliqués dans les quartiers populaires, dans l'estomac, partout. Les religieux à l'époque qui étaient très impliqués dans la doctrine de la libération, là. La théologie de Dans la la libération. théologie de la libération, ils étaient là. Et puis il y avait des mouvements politiques qui étaient, la religion était à la base de ça, les Mapus et différents groupes de chrétiens pour révolutionnaires. Donc, au moment du coup d'État, les églises ils sont devenues comme des sortes de forteresses pour essayer d'abord de donner à manger au monde. Là, ils ont commencé par les cuisines collectives, des popotes, ollas comunes. Les gens, il n'y avait plus d'emploi, il n'y avait pas à manger. Donc l'Église y a commencé pour ça, à donner à manger le monde. Puis les gens ils sont organisés alentour de ça, et puis ils ont continué. Puis en même temps, c'était des lieux où ils pouvaient se parler. Et puis les gens aussi, ils bloquaient les gens qui pouvaient avoir un doute qui pourrait être un soplon ou un délateur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites à travers l'Église. Et encore, l'Église, l'Église, il y a eu un renouveau à partir de ce moment-là. C'est sûr qu'il y a l'Église de droite qui démarre, mais il y a une Église de gauche très importante. Puis on crée la Vicariat à la solidarité. La Vicariat à la solidarité, c'est eux qui nous aidaient à pouvoir nous préparer quand on a sorti à l'étranger. C'est eux qui nous aidaient dans les différents... Ça nous aidait légalement. Les avocats, c'était à travers la Vicariat de la solidarité. Quand j'ai été remise en liberté, il y avait un avocat qui était payé par la Vicariat de la solidarité qui a pu me représenter pour me faire sortir de la prison. Après, quand j'ai quitté le pays, ils m'ont donné du linge, ils m'ont donné des choses pour que je ne vienne pas. J'avais pas grand-chose. Donc, on était là, ils nous ont aidé énormément matériellement, puis ils ont pris beaucoup de risques. Ils prenaient des risques. Il y avait des gens qui ont été aussi... ils ont souffert la répression aussi, ces gens-là. Ils en ont eu beaucoup de courage. Je trouve que tout le monde a sorti le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir passer à travers la catastrophe. Là. Ouais. Tout ce côté résilient, je pense qu'on l'a développé à partir de ce moment-là. Comment les gens ont réagi quand vous avez été arrêté et emprisonné? Vous nous avez parlé un peu de votre père, mais comment
Votre mère, votre sœur ont réagi? Ça, dans les milieux, ça a su tout de suite que j'étais pris en prison. Ça a passé à Radio Moscou, que j'avais été mis en prison et tout ça. Ma mère y a mis rapidement, à travers la Vicaria et tous ces groupes-là de solidarité, un habeas corpus. Habeas corpus pour qu'ils disent qu'est-ce qui arrivait avec moi, puis que j'ai accès à un avocat et tout ça. Et comme déjà, ça faisait 2 ans du coup d'État, j'ai tombé en 75. Donc, il y avait des choses au niveau international qui avaient été comme condamné Pinochet de ça. Donc, il y avait comme un certain respect de certaines choses comme l'habeas corpus. La population y a réagi. J'étais vue toujours comme une personne un peu modèle, là, une bonne étudiante, une bonne citoyenne. Donc, ils avaient réagi, ils ont réagi beaucoup. Mais ils ne pouvaient rien faire de toute façon. Mais ça a su que j'étais mes compagnes d'école, au niveau du commercial, de l'université. Tout le monde, s'il y avait des gens qui devaient se mettre en protection, ils sont mis en protection rapidement. Mais il n'y a personne qui a tombé à cause de moi. Je suis bien fière de ça. Et dès le départ, il y a eu des procédures d'habeas corpus et le vicariat de la solidarité s'est intéressé à votre cas. Donc, il y a eu un accompagnement quand Ils prenaient vous tous étiez les cas. Tous les cas de prisonniers politiques, ils les prenaient la vicariat de la solidarité, tous ces groupes-là qui travaillaient en protection des détenus. Ouais. Et que faisait-il exactement? Il y avait la procédure d'habeas corpus. Il y avait la procédure, toute la question d'avoir des avocats légaux pour demander la liberté, pour nous représenter au procès. Donc on avait accès, rapidement est venue une avocate me rencontrer à la prison. On avait un bureau. M'a rencontré là, m'a expliqué mes droits, où on s'en allait. J'imagine qu'il devait y avoir un suivi quand même assez serré de ce que les militaires faisaient avec vous en tant que prisonnière à ce moment-là. En fin de compte, une fois qu'on était rendu à la prison du Bon Pasteur, il y avait comme un procès qui était déjà entamé. Il était pour nous faire une sorte de conseil de guerre. Il était pour nous faire un conseil pour nous condamner plus encore, là, prison ou d'autres choses, et exil aussi. Il y avait des gens qui étaient condamnés à l'exil, ou comment se dit ça? Ou des fois, ils étaient condamnés à être relégués. Relégués, ça veut dire que je reste à Valparaiso puis m'envoyer à Chiloé, ou dans une autre région du pays, là, que je ne sois plus dans mon milieu, parce qu'ils voyaient que si nous, on continuait dans notre milieu, qu'on pouvait continuer à faire la politique, et puis qu'on avait une influence sur la population. Donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé dans les extrémités du pays. Il y en a eu beaucoup de gens qui ont été relégués dans différentes places, là, des camps de concentration qu'on appelle. Ouais. Est-ce que vous étiez à la prison chez les religieuses du Bon Pasteur? Est-ce qu'il y a des gens à l'international qui s'occupaient de vous aussi, qui dénonçaient votre situation? Ça me l'était. Je pense que surtout il y avait des gens qui nous envoyaient des choses, qui envoyaient l'argent pour qu'on puisse mieux manger, ou je sais pas. Et je sais qu'il y avait comme des gens qui ramassaient l'argent pour améliorer nos conditions de vie.
En général, tout ça s'en allait vers la vicariat, la solidarité pour nous aider par la suite. C'était comme les groupes que les gens y avaient confiance. C'était garant de la confiance. Et quand êtes-vous sorti de prison? À partir de quel moment? J'ai sorti le premier jour de juin En 75? en 75. Et vous êtes retourné chez vous à ce moment-là? Oui, c'est ça. Ma famille est venue me chercher. On a retourné chez moi. Puis c'est ça, faire la vie de famille. Avez-vous repris vos études à ce moment-là ou qu'est-il arrivé? On était en juin, donc j'avais perdu déjà ma session d'hiver, on pourrait dire. Donc il restait à commencer en octobre. Donc je pense que j'ai recommencé en octobre mes études à nouveau. Mais j'ai été tout à l'envers, là. J'étais vraiment tout à l'envers. Parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas beaucoup de services de psychologues ou de... On était un peu laissés à nous-mêmes là-dessus, tu sais, donc il fallait comme survivre avec notre pouvoir de résilience et tout. Et à partir de quand avez-vous considéré l'exil? Quand j'étais en prison. Quand j'étais en prison, ma soeur est allée dans 4 ambassades à Santiago, puis les a expliqué que moi j'étais en prison, puis que ce serait mieux que je sorte du pays. Donc elle est allée à l'ambassade d'Angleterre, des États-Unis, de l'Australie, de France et du Canada, 5 places. Puis moi j'ai choisi de venir au Canada. Je n'ai pas essayé aucun autre pays, seulement le Canada, parce que ça me disait que c'était une société jeune, que je m'imaginais plus ici qu'ailleurs, que dans des vieilles sociétés où c'est plus difficile à s'intégrer. Je pensais que je pouvais peut-être mieux m'intégrer ici. Mais quand j'arrivais, quand j'ai sorti en liberté, je suis allée à l'ambassade à Santiago. Puis ils m'ont dit, est-ce que tu veux sortir la semaine prochaine? Ou tu attends 6 mois avant qu'on fasse toute la démarche d'immigration pour que tu arrives avec tes papiers. Déjà d'immigration faite. Donc j'ai dit, je vais attendre les 6 mois parce que j'ai besoin de me retrouver un peu avant de sortir. J'avais des choses à vivre aussi. Donc, j'ai resté les 6 mois en attendant mes papiers. Et puis j'ai fait bien parce que les gens qui arrivaient tout de suite, là, ils sortaient tout de suite. Ici, des fois, c'était un peu plus compliqué de faire les papiers, surtout dans une autre langue. Puis je suis venue, ils m'ont dit où tu veux y aller. J'ai dit où vous voulez, là, je ne connais rien. Donc ils m'ont envoyé en Alberta. J'ai été là presque 2 ans, mais après j'ai pris l'autobus puis je me suis envenue ici. Donc vous avez décidé de vous en venir à Montréal Oui. par la suite. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi vous avez Mais migré au Québec? oui, Edmonton, c'était une ville plus mais anglophone. Puis à ce moment-là, tu sais, au Chili, le coup d'État a été fait par les anglophones. Hein, tu sais, Oui. la CIA, ITT et compagnie. Donc, je ne me voyais pas nécessairement d'apprendre l'anglais fluidement. Je l'ai appris par la suite, mais à ce moment-là, j'avais comme un arrêt par rapport idéologique par rapport à l'anglais. Puis, donc là, il y avait 2 places où c'était bien développé la solidarité avec le Chili.
Donc c'était la Colombie-Britannique à Vancouver, puis c'était aussi à Montréal. Et à ce moment-là, j'étais bien active dans la solidarité internationale avec le Chili. Et puis, donc là, j'ai décidé de venir à Montréal parce que c'était plus latin. Et puis j'ai dit, je vais pouvoir mieux m'intégrer parce que même moi, j'avais l'intention de continuer mes études. Puis en Alberta, pour continuer les études, il faut donner des examens d'anglais, que c'est plus exigeant même que les examens d'anglais des États-Unis. Donc je voyais ça comme une montagne, en plus que je n'étais pas bonne pour l'anglais. Donc j'ai vu la possibilité de pouvoir plus facilement m'intégrer au système éducationnel de Québec plutôt que du côté anglais. Puis j'ai travaillé là-bas dans les usines de poulets. Pendant longtemps, j'ai travaillé aussi à faire les ménages dans les hôtels. Et j'ai travaillé là pendant un mois, quelque chose comme ça. Après, je suis allée travailler pour les poulets. Puis, ça a bien été. Mais j'ai travaillé beaucoup à la solidarité internationale à ce moment-là, en Alberta. Avec quel groupe? Avec le groupe du MIR, toujours. D'accord. Toujours le groupe du MIR. On a ramassé beaucoup d'argent. Dans l'espace de 6 mois, on a ramassé comme presque 140 000 $. C'était beaucoup à l'époque. Ça fait déjà ça 40, plus de 40 ans. Mais sauf que cet argent-là n'est pas arrivé, presque pas arrivé au Chili, parce que l'idée c'était qu'il aille au Chili, tu sais, au front, tu sais, à la résistance. Puis il y a comme la moitié de l'argent peut-être qui est rentré au Chili. Donc quand j'arrivais à Montréal, j'ai décidé que je voulais travailler dans un champ où je pouvais sentir qu'est-ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la maison d'hébergement. Puis ça fait 37 ans que je travaille ici. D'accord. Et que faites-vous exactement? Je suis la coordonnatrice d'assistance aux femmes. D'accord. Et vous l'êtes depuis le début? Non, j'ai arrivé, c'était un collectif de travail. Donc, comme j'étais comptable, donc c'était moi qui étais en charge de toute la question d'administration du groupe. Puis des années plus tard, ça a devenu un groupe gestion participative. Et puis j'étais avec une autre collègue au début, on était deux co-coordonnatrices. Après, elle a décidé de partir, puis j'ai resté la seule coordonnatrice, puis ça depuis 2004. Ça fait déjà 14 ans que je fais la coordination seulement. D'accord. Et concrètement, pouvez-vous nous décrire exactement qu'est-ce qui... Assistance aux femmes? Oui, qu'est-ce que vous faites plus concrètement? En fin de compte, assistance aux femmes, c'est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. 85% de la clientèle, c'est des femmes immigrantes. Donc, on reçoit comme 45 familles par année, des femmes avec leurs enfants. Donc, ça, c'est le volet hébergement. Donc, on a 4 chambres à coucher où chaque famille a sa chambre avec les petits. Ils ont tout un... Puis après, c'est tous des espaces en commun, garderie, salle à manger, toute la maison qui est pas loin d'ici. Puis ici, cet édifice-là, on l'a acheté en 2007 et c'est pour les services à l'externe. Donc on reçoit des femmes victimes de violences conjugales, qui en ont des enfants, mais qui ne veulent pas venir en hébergement. Donc nous, on leur donne ici des services d'aide, c'est quoi les démarches à faire pour s'en sortir. Ça, c'est les services à l'externe. Et puis aussi, on fait des services post-hébergement. Donc les femmes, pendant les 5 à 10 semaines qui sont en hébergement, ils n'ont pas le temps de finir toute leur démarche, donc on va les aider, en plus qu'il y ait une immersion à quelque part, là, qu'il y ait leur appartement, leur argent,
toute la question juridique qui soit clarifiée, la garde légale des enfants, l'école, immersion sociale. Diriez-vous que vos années passées à la prison avec les sœurs du Bon Pasteur influencent un peu ce que vous faites, d'une certaine façon? Oui, dans le côté de le respect, de faire la différence, de ne pas se limiter. Il y a toujours une façon d'aider plus. Tu sais, oui, il y a des grandes valeurs qui m'ont donné, oui. Puis le côté de qu'on peut fêter comme on fêtait Pâques. Tu sais. Oui, ça. Tu sais, j'ai été quand même avant dans une famille très nucléaire, puis ça a été un peu comme l'ouverture au monde. Hein, puis j'ai trouvé que tout c'est comme la prison modèle, là, tu sais, c'est un peu. Moi, c'est ça, je veux qu'il y ait une qualité, qu'il y ait la dignité partout. Oui, et puis c'est comme ça que je vois mon travail. Diriez-vous, dans votre parcours, que les religieuses du Bon Pasteur ont joué un rôle positif pour vous? Et Moi, si oui, comment? moi c'est des femmes qui m'ont marqué. Ils m'ont marqué parce qu'ils en étaient protectrices, nourricières et des gens qui ont donné des valeurs. Je ne savais pas trop, je ne comprenais pas trop. Il y a des filles qui ont été 12 ans en prison, puis elles ayant compris, connaissaient le nom de tout le monde. Moi, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, mais les 4 mois que j'étais là, je les ai appréciés énormément, puis ils m'ont donné le goût de m'impliquer, de faire la différence pour les femmes. Ouais. Je trouve que... Et puis je trouve que cette entrevue-là, c'est un peu comme boucler la boucle. Tu sais, pour moi, ça a été une grande parenthèse de ma vie qui a commencé à ce moment-là quand je les ai connus. Puis si maintenant je peux les donner... Mais c'est ça, au sort de Bon Pasteur, c'est comme boucler la boucle, c'est comme leur dire merci. Merci de s'avoir engagé à ce moment-là, de ne pas avoir peur des tortionnaires, de cette période de noirceur du Chili. Et puis qui nous ont offert un hébergement sécuritaire, de dignité. Ça a été vraiment Ils ont fait la différence par rapport à nous. Et puis, c'est ça, c'est un peu comme... Moi, jamais j'aurais pensé que j'aurais eu l'opportunité de dire une chose comme ça. Mais c'est pour ça, c'est bon. Et je vais vous poser une dernière question. Avec votre parcours, en raison de votre travail aussi, pouvez-vous nous expliquer pour les fins du documentaire qu'on veut faire, pourquoi c'est important de se préoccuper des droits des autres à l'international, des droits humains? Moi, je trouve que quand j'étais en prison au Bon Pasteur, le moment des droits de visite, il y avait des chaises ou des bancs tout le long là. Et puis on voyait la porte ouverte de l'autre côté. Puis l'autre côté, c'était comme la vie de tout le monde. Puis je trouvais que c'était l'absurdité. L'absurdité d'être en prison, d'être là parce qu'on défendait une façon de vivre, ou vouloir une meilleure chose
pour notre vie à tout le monde. Et puis toujours je me dis que je voulais combattre les absurdités. Et puis je trouve que la violence conjugale, c'est une absurdité. Je trouve que les hommes, les gens qui exercent la violence, soit institutionnelle, soit privée, c'est une lâcheté sans nom. Et puis c'est ça qui me révolte. Et puis je trouve que tout le long de ma vie, il y a eu des gens, beaucoup de femmes, des hommes aussi, qui m'ont appuyé là-dedans. Ils m'ont appuyé à combattre les absurdités. Et c'est un peu ça le parcours de ma vie. Madame Flora Fernandez, merci beaucoup pour cet entretien extrêmement riche. Merci.